Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Keyforge. Je suis Keyforger et aujourd'hui je vous propose de regarder une ouverture d'un deck Mutation de masse. Ce set est sorti en juillet 2020, donc selon l'époque à laquelle vous allez regarder cette vidéo, elle sera évidemment plus ou moins à jour. En tout cas, dans ce set Mutation de masse, on retrouve plein de nouveautés. Dans ce live que je vais vous proposer de regarder, donc c'est un replay d'un live que j'ai fait sur Twitch il y a quelques jours, j'ai réuni quelques joueurs compétitifs et casual, donc pour analyser ensemble, avec les commentaires de chacun, chaque carte d'un deck mutation de masse. Dans ce replay, donc, vous allez découvrir tous les commentaires possibles qu'on puisse faire sur les cartes de ce nouveau set, mais également des conseils de jeu, les points de règle qui sont importants, et à la fin on étale toutes les cartes sur la table, et ça nous permet de faire une analyse complète du deck et des synergies qui existent entre les cartes. Si vous êtes un joueur ou une joueuse débutante, vous allez pouvoir découvrir le jeu sous un aspect très analytique. Si vous n'êtes pas débutant dans le jeu, vous allez pouvoir découvrir ce que pense un joueur plutôt débutant et ce que pensent aussi des joueurs compétitifs des cartes de mutation de masse et aussi des decks évidemment de mutation de masse. C'est une série où il y aura plusieurs vidéos, donc je vous laisse apprécier ce replay comme il se doit, n'hésitez pas à vous installer et à mettre le son un petit peu à fond, et je vous souhaite une très belle ouverture de deck avec nous. Donc, alors, je le montre comme ça, donc les decks, moi je les ouvre par le bas, donc là il y a le boîte, donc déjà c'est pas du Keyforger, c'est raté, je vais vous mettre le zoom, et je vais vous montrer le paquet scellé. On a Maeva, Tsarine de la carrière enragée. Donc, compo Indompté, Shadow et Sanctum. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette compo, messieurs? C'est pas une compo que j'ai encore joué, je pense, sur mes Station, en tout cas que j'ai dû beaucoup jouer, beaucoup voir. Donc là, voici la carte d'Archonte, et je vais mettre le deck hors champ, et on commence tout de suite par révéler la première carte. Ça vous va? Allons-y. Alors, on commence avec un héros ardent, qui est une carte qui est quand même vachement sympa dans ce set. Vous voyez tous bien? Tout va bien? Oui, c'est bon. Ouais, très bien. Ouais, Très bien. Si vous avez un commentaire, n'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des choses à dire sur la carte, parce que là, je pense qu'on est entre gens qui connaissons plutôt bien Keyforge, que j'entends par là vous, évidemment, qui êtes avec moi en live, mais aussi les gens sur le chat. Donc s'il y a des questions, faut pas hésiter. Je pense que le Héros Ardent, c'est mon chevalier préféré de cette nouvelle extension, parce qu'elle a vraiment un game design très très sympa, je trouve. Une provocation qui en plus ne craint pas les mutants ni les créatures à 5 de puissance ou plus. Ça peut être quelque chose de très très solide. Hein. On est d'accord, c'est surtout si on a plusieurs dans le deck, c'est un très bon moyen de protéger sa ligne de front. Et donc ça permet de faire de belles choses. Et c'est vrai aussi, contre les Worlds Collide, puisque Worlds Collide, généralement, il y a quand même beaucoup de gros decks dont le but c'est juste, je mets une créature avec 3 de puissance que si tu la gères pas, t'as perdu la partie, et je mets un gros taunt à 5 devant. Et le gros avantage du héros ardent, c'est que lui en fait, ne meurt pas. Donc, si t'as des moyens d'attaquer plusieurs fois, de donner l'assaut, etc., tu peux casser un peu le tempo des Worlds Collide. Et très très bien. Excellent. On continue tout de suite avec le boutoir, Voilà. qui est une mutation d'un ancien chevalier, qui était présent dans les précédents sets. Donc là, c'est très cool, hein, parce que là, si on les met l'un à côté de l'autre, ça commence à être assez costaud. Parce que chaque voisin de cette créature va gagner Assaut 2, donc Assaut 2 pour rappel c'est écrit en clair sur votre écran, mais je le rappelle, avant que cette créature n'attaque, on inflige 2 à l'ennemi qui attaque, donc enfin à l'ennemi que l'on attaque, pardon. Donc ça pareil, c'est costaud quand on les place l'une à côté de l'autre, évidemment. On peut faire des dégâts et parfois interrompre un combat avant même qu'il ait lieu, finalement. Et puis la carte est magnifique. Hein. Tout à fait, ça ferait un très très beau playmat. C'est vrai. Ouais. Bah justement, je crois que la carte Bastion qui était un petit peu la version non mutante est playmat, donc c'est marrant. C'est vrai, ça pourrait... Si on aime bien les gros chevaliers en armure, c'est une carte magnifique, forcément. Il y a des beaux petits détails, en plus on voit que il y a d'autres chevaliers qui sont derrière. Les illustrations sont vraiment très belles, hein. De toute façon sur ce set, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais... Ouais, vraiment, vraiment. Je trouve que globalement, il y a un gros effort qui a été fait au niveau du design sur les cartes, et c'est trop trop bien. Deuxième boutoir, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est du board. Ouais, c'est du board. Alors, première carte d'action du deck, avec une ambre.
réquisitionner. Est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire peut-être sur celle-là? Comme ça, moi, je me repose un peu. Moi je peux en parler, j'aime beaucoup cette carte. Je trouve que globalement elle rentre vraiment dans la méta Massmut / World Collide qu'on va s'apprêter à voir entre autres à l'AFK Madness. C'est une carte qui est assez bonne parce qu'elle va synergiser avec pas mal d'autres cartes qui existent, surtout en saurien globalement. Et c'est un contrôle d'armes qui est massif parce que en général on va avoir on va dire en moyenne 3,5 ou 3-4 cartes d'une même maison en main, donc on peut capturer jusqu'à 3 ambres. C'est assez bon et c'est assez polyvalent parce que on peut choisir aussi où est-ce qu'on capture. J'aime vraiment, c'est une très bonne carte. En plus ça fait une arme, donc c'est toujours positif. Et puis ça va souvent compoter avec d'autres captures déjà présentes chez les Sanctum. Exactement, ça peut ralentir une forge ou autre. Dazioc, t'as peut-être un commentaire sur celle-là? Pas plus. Donc ça dépend toujours. C'est vrai que sur la mécanique de capture sur Mass Mutation est vraiment très différente des anciennes mécaniques. Parce que généralement, tu as beaucoup de decks qui résolvaient sur la capture. Sur Kota, par exemple, c'était des decks qui vont avoir des recettes d'ambre, comme Trop Protégé ou effectivement ou Greffe ou qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait aussi Gateway to Heaven, enfin Doorstep to Heaven. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est-à-dire que tu capturais, et puis quand l'autre arrivait à se débarrasser de tes créatures, en fait, tu faisais t'annulais tout son gain d'ombre, simplement parce que il passe au-dessus de 6 et toutes les cartes que j'ai dit permettent d'effacer un gain au-dessus de 6. Là, sur Mass Mutation, c'est un peu plus différent parce que t'as pas tant de cartes que ça et qui te permettent en fait t'as aucune carte qui te permette de faire un recette d'ambre. Et donc c'est plutôt des cartes où tu vas augmenter les clés ou des choses comme ça. Et donc là c'est beaucoup plus une question de tempo, c'est-à-dire je vais capturer pour empêcher la personne en face de réussir à forger sa clé et derrière il faut que je puisse être capable de mettre le plus en plus d'ambre de mon côté. Donc ça met un peu ça te permet un peu il faut pouvoir avoir un deck qui avance beaucoup plus vite que l'autre, sinon la capture sert pas forcément grand chose. T'as un peu le Curia qui vient contrebalancer ce que tu disais. C'est ça, effectivement, le Curia, mais comme il en sort rien, à moins qu'on n'ait pas, à moins qu'il y ait une Maverick, ça sera peut-être ta Maverick. Après, il y a effectivement, là on l'aura pas. Il y a des illus aussi. Hein. Il y a des illus quand même qui capturent tout l'ombre adverse. Hein. C'est ça. Mais en fait, il la capture, mais il va pas la faire disparaître d'un coup. C'est ça que je veux dire. Ouais, tout à fait. C'est très vrai, la capture a vraiment été nerfée, je trouve, globalement. C'est pour ça que le Saurian est beaucoup moins bon, parce que s'il y avait eu d'autres cartes un peu style Scutum qui annulent ce côté-là, il n'y avait que le Perfectus, donc c'est un peu léger. Même en Sanctum, qui a un peu le même gameplay, c'est vrai que du coup, c'est un peu différent. Comme tu dis, c'est de la tempo, faut voir comment est le deck. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que ça a changé, mais de toute façon, là, on est en train de voir, vu qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau set qui sort, on commence à en prendre connaissance, on apprend de nouvelles choses, et en fait, on commence à se rendre compte que d'autres sets précédents deviennent intéressants contre le nouveau set. Des cartes qui n'avaient que peu de sens au début quand elle est sortie, en fait, devient intéressante contre les nouvelles cartes qui sont arrivées et les nouveaux decks qui sont arrivés. Et ça, c'est ça qui est hyper intéressant dans Keyforge, je trouve, à mon avis. Ça fait pareil dans les autres jeux de cartes, hein. Mais tu vois que Keyforge a été prévu sur la durée par les designers. Et par exemple, ces mots de rappel qui étaient pas ouf quand elle est sortie dans l'appel des archontes, qui permettait de capturer l'ambre présente sur les créatures, de récupérer toutes les ombres présentes sur une créature. Sur tout un tas de créatures, pardon. Et celle-là, il n'y avait pas autant de captures avant, et en fait, avec les précédents, les sets suivants, on a capturé beaucoup plus d'ambre, et on avait aussi l'exalté, qui permet d'avoir beaucoup d'ambre sur les créatures, et du coup, mode rappel est devenu une carte beaucoup plus intéressante aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Et il y a plein d'exemples comme ça dans le jeu. Donc ça, c'est très intéressant de se dire que un deck qu'on avait peut-être délaissé il y a quelques mois, voire années, pour les joueurs les plus anciens comme nous, qui va peut-être regagner un peu d'intérêt parce que aujourd'hui dans la méta entre guillemets, donc par méta c'est la façon de jouer optimale aujourd'hui,
et les decks qui marchent mieux que d'autres, on va dire, en ce moment, on a des cartes qui permettent de peut-être un peu casser cette méta. Et donc c'est intéressant de parfois ressortir des vieux decks, tout simplement. Le Zélote de Giselart, j'aime beaucoup le texte d'ambiance pour la tarte mes frères, on en a déjà parlé dans un précédent live. Il entre en jeu, redressé, ça c'est déjà super costaud, et enragé, donc ça permet tout de suite de faire 4 dégâts potentiellement à une créature à peine arrivée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon bah je vais y aller puisque personne n'y va. C'est une carte qui peut de temps en temps paraître très moyenne parce qu'au final c'est une créature qui a 4 de puissance, donc pas beaucoup non plus. Elle est enragée, donc on est forcément obligé d'attaquer s'il y a du board en face. Mais dans certains cas, ça peut avoir son petit avantage et ses petites combos aussi. Je pense notamment, il y a un chevalier qui capture 1 à chaque fois qu'une créature alliée combat. Bah, si l'autre est assise, par exemple, ça peut empêcher l'autre de forger tout simplement parce qu'on a combattu et donc on a capturé, ou bien par exemple s'il vient de poser une créature assez embêtante sur le terrain comme le Fandango Gold qui fait que toutes les créatures non untamed, si on a 4 ombres ou plus, arrivent redressées, voilà, ça permet de s'en débarrasser si on n'a pas de board et pas de king de board. Donc il y a des utilités, ou même tour 1 on la pose, on moissonne, on a fait une ombre, on a un petit board, ce qui est déjà très sympathique moi je trouve. J'essaie toujours de voir le bon côté des cartes avant de voir le mauvais en général. C'est bien ça d'avoir une vision positive des choses. Faut tester de toute façon. Donc là on continue. Ah tiens, ça c'est très sympa. Alors moi j'ai une petite primeur avant, parce que je retourne la carte avant de la poser. Le cavalier gris, ça très. J'ai des choses que. Enfin voilà, je vais simplement dire que personnellement j'aime cette carte parce que elle permet quand même de faire le café. Hein. À la déploiement, donc vous pouvez la positionner où vous voulez sur le champ de bataille, sur la ligne de front. Et de fait, elle permet de redresser une créature voisine et de la faire combattre. Donc très sympa pour faire un petit POC rapide. D'autres choses à dire peut-être? On aime bien en avoir un deuxième quand il y en a un pour faire une petite combo s'il n'y a pas de board en face. Donc allons voir si on a un deuxième. Ah bah oui. Il suffisait de demander. Voilà. Il suffisait de demander. Donc très très bien. Ça continue avec du board. Il y a du board chez Sanctum. Hein. Ça fait beau ça. Hein. Là pour l'instant le Sanctum. Ouais, si la créature que Baltric l'intrépide combat est la créature la plus puissante, on gagne 2. C'est un peu une sorte de prime de risque, on va dire. Si jamais il va attaquer la plus grosse créa, le propriétaire de cette carte gagne 2. Et donc comme ça se résout avant le combat, que Baldric meure en combat ou non, on gagne tout simplement 2 ombres. Donc ça c'est très très cool. D'autres questions d'autres... C'est un des trucs qui est intéressant quand tu joues justement des jeux créatures contre les decks typiques qui vont te vomir ta main et faire des ombres imprimées. C'est que t'es souvent souvent t'es moins favorisé quand tu joues créature parce que toi tu vas jouer une carte et tu joues une carte, tu pioches et elle t'a rien fait. Ouais. Alors que la personne qui va jouer les ombres imprimées, elle joue, elle gagne une ombre, elle pioche. Et du coup, c'est l'avantage des cartes comme Cavalier Gris, comme Baldric, comme ou même comme celui d'avant là qui était enragé. Voilà, elles vont avoir finalement, tu peux gagner un board et en même temps reprendre ta tempo. Parce que si tu arrives à lui mettre un ou 2 assauts, il va te détruire une créature, donc il va faire -1 de delta à l'autre, tu vas gagner 2 ombres. Et donc finalement tu vas récupérer la tempo. Pareil, si jamais tu as des créatures qui te permettent d'attaquer tout de suite, tout simplement parce que si la personne en face a pas de créature en face, toi ça va te faire tu vas pouvoir moissonner, donc ça va te faire une ombre d'un seul coup, et sauf que tu auras une créature sur le board. Et puis ce qui est très fort, c'est avant le combat, donc même si on attaque une grosse créature qui va nous tuer, on va quand même gagner les 2 ombres là en plus. Tout à fait, c'est vraiment pour l'honneur, quoi, pour la tarte, comme ils disent. Il y a juste derrière, il y a ce qu'il faut pour empêcher de moissonner en plus, donc c'est bien, pour empêcher l'autre de moissonner. Donc si elle est bien protégée, ça fait le café, comme on dit. Hein. Typiquement, la mettre à côté du héros ardent, ça peut faire des choses très intéressantes.
Il y a moyen de bloquer un peu l'adversaire qui n'arrivera pas forcément à la détruire, et du coup il sera empêché de moissonner, il va devoir se concentrer sur le combat au lieu de faire autre chose finalement. Bah, globalement, Joya, je pense que c'est une des meilleures cartes Sanctum qui ait jamais été créée, et elle le devient encore plus forte avec Masmut, parce qu'on va partir sur une méta qui va être globalement axée sur le board, et une carte comme celle-ci avec un body qui est très important, parce que 5-1 c'est pas rien, c'est excellent. Comme vous disiez, pour peu qu'elle soit protégée, ça va contrer des decks entiers qui sont basés sur la moisson, ou alors retarder l'adversaire. C'est un contrôle d'armes qui est extrêmement puissant. Donc c'est une carte qui est vraiment monstrueuse. On est d'accord. Et c'est très cool à avoir dans ce deck. Et un petit artefact sympa pour continuer. Donc ça justement, hein, quand il y a de la créature qui meurt au combat, vu que c'est un artefact et il fait gagner déjà une ambre, c'est toujours appréciable. Et en plus, on peut aller purger une créature d'une défausse. Donc s'il y a une créature qui nous a bien embêté et qu'il est venu un peu la suicider, on va dire, sur notre board de Sanctum, eh ben, au tour d'après, on peut gentiment lui purger la carte, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment cool pour éviter de revoir une carte pénible revenir. Donc j'entends une créature, évidemment. Donc le Sanctum est vraiment sympa, je trouve, pour l'instant. Tiens, très sympa aussi, le Dino Chevalier, qui a un bras Saurus, donc mi-chevalier, mi-Saurus et remis-chevalier derrière. Donc mutant chevalier. Vous pouvez exalter Dino Chevalier, et si vous le faites, vous infligez 3 de dégâts à une créature, donc un body donc à 6, avec 2 de bouclier. En plus, quand on la pose, on a un don qui fait un dégât. Ça commence à être sympa, non? Ouais, ah ouais. Bon gros board, hein, Sanctum, là. Ça fait partie des créatures qui ont muté. Alors moi, j'ai juste une petite déception, parce que quand on nous a présenté les créatures, j'ai cru que ça pouvait muter que dans les maisons qu'on avait déjà dans le deck. Donc toi, tu aurais pu muter en indompté ou en ombre. Et là, on voit que tu as quand même muté en dinosaure. Exactement. Donc je trouve ça un peu moins fun, mais c'est très très fort par contre. C'est vrai que ce que tu dis maintenant, je réagis un peu tardivement, mais t'as raison, c'est vrai que ça aurait pu être sympa de voir ça comme ça. Ça aurait été une sorte de Maverick groupé dans le deck, ça aurait pu être très bien. Après, bon, ça marche quand même, mais je suis d'accord que c'est un peu moins thématique du coup. Ouais, j'ai vraiment cru que c'était ça, parce que en plus je crois que le premier deck que j'ai ouvert avec une carte comme ça, c'était vraiment uniquement des maisons de mon deck. Donc je me dis ouais, c'est cool, c'est comme je l'avais imaginé. Mais non. Et un petit coucou à Kailir et à Squidno qui sont arrivés, j'ai vu, dans le chat. On continue. Eh bah tiens. Umbra Chevalier. Umbra Chevalier, donc là, insaisissable. C'est quand même très cool. On a un sacré board Sanctum hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, je sais pas combien de cartes on a vu, mais on a vu qu'une action. Et on a vu 12. 12, bah il y a des créatures. C'est ça. C'est énorme. Donc je vais faire un petit plan large où je vais les poser comme ça. Sur un magnifique tapis d'ailleurs. N'est-ce pas hein, l'assaut AFK. D'ailleurs, si vous souhaitez poser un petit lien dans le chat pour parler de l'AFK vers un lien vers le Discord ou un formulaire d'inscription ou un truc comme ça, n'hésitez pas, hein, messieurs. Je peux aller mettre le lien du Discord. De toute façon, après, vous avez toutes les informations sur il y a des Discord. reflets, je vois bien qu'il y a des reflets. Je pourrais pas les corriger pendant le live, mais ça permet de voir la quantité de créatures, surtout, c'est ça que je voulais montrer. On aurait dû faire un tapis XXL pour ce deck. Exactement. Et bah regardez, là par exemple j'ai posé toutes les créatures Sanctum. La ligne du haut c'est que des créatures. Je sais qu'il y a... Donc c'est quand même costaud. Si je descends, je vais descendre un peu le tapis, on le verra moins, tant pis. On va enlever les reflets comme ça, voilà. Comme ça, vous avez moins de reflets. Donc on est quand même sur du gros board Sanctum si j'installe tout. Hein. Là on est sur du lourd. Donc là du coup, si on a regardé le Sanctum, il y a des chances que ce soit Shadow pour la suite. Donc c'est parti. On va commencer avec Game Edgy. Insaisissable, moisson, si votre adversaire possède plus d'ambre que vous, volez 1, avec 2 de puissance. On connaît depuis l'âge de l'ascension, si je ne dis pas de bêtises, Game Edgy. Tout à fait. Donc, petite créature, on gagne une ambre et on peut en voler une au passage, selon une certaine condition. Moi, personnellement, je trouve pas ça incroyable. Mais là, dans le deck, comme elle a moyen d'être bien protégée par un board Sanctum, elle peut rester quelques tours, ça peut être intéressant.
Je dis des bêtises ou elle avait disparu de Worlds Collide GameJ? Tout à fait, elle était que en AO et en Massmut. Donc il y en a une deuxième, comme vous l'avez vu. Donc bien protégée, si elle reste, c'est toujours agréable à garder. Après, on a Mutant Tyrlène, ce qui explique le don qu'il y a eu sur le Dino Chevalier. Parce que le Dino Chevalier a reçu un don de dégâts, d'un point de dégâts. Donc il vient certainement de Tyrlène, ou peut-être d'une autre, vu qu'on n'a pas encore vu. Donc là, c'est plutôt cool, ça permet de casser un petit peu du combat. Ah, on a un beau jeton qui arrive. Il n'est pas gratifié, malheureusement. Ouais, c'est dommage, parce qu'un beau jeton gratifié, ça fait vraiment plaisir. Donc là, Shitaka vient de poster un lien vers le Discord de l'Asso FK, ce qui permettra d'en savoir plus sur cette association, qui est la plus grosse association française dédiée à Keyforge, de toute façon. Peut-être même mondiale. Peut-être même mondiale, c'est vrai. 90 membres à ce jour. Tout à fait. Et si vous souhaitez la rejoindre, il y a des avantages d'ailleurs. On en parlera peut-être après ce deck, si ça vous dérange pas. Si tu veux. Bocheton. Qu'est-ce que vous pensez de Bocheton? J'adore. C'est broken, hein. C'est une des meilleures cartes du jeu hein. Actuellement. Son effet, alors pourquoi déjà... justement? Pourquoi? Bah, déjà, on a un effet de... Bon, pour commencer, la mécanique de vol est une des mécaniques les plus fortes du jeu. Donc, une carte qui vole, c'est extrêmement fort. Une carte qui vole à coup sûr, ça l'est encore plus. Une carte qui vole à coup sûr, en effet joué, c'est encore meilleur parce que tu es sûr de voler. Et en plus, c'est quand tu la poses, donc tu choisis quand tu l'appliques. Exact. Et en plus de tout ça, c'est-à-dire que déjà la carte est extrêmement forte, on explique que lorsqu'elle est détruite, elle revient dans le deck. On se demande comment penser les mecs qui ont designé la carte. Moi je trouve qu'elle est incroyable et je l'aime énormément, mais c'est sûr que c'est très 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 fort et pour peu qu'elle ait un don, ça perd limite du sens. C'est pour dire des decks triple Bocheton peuvent être extrêmement nuls à côté de ça. Pour peu qu'ils aient un peu de speed, on s'en fout parce qu'on peut voler 3 quasiment tout le temps. C'est vraiment vraiment fort. Pour peu qu'on arrive sur la fin du deck où il reste peu de cartes et que l'on détruit ces beaux jetons, on sait qu'on les repiocher très rapidement et c'est vrai que ça peut être du coup très 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 avantageux. Quand ça arrive en début de game, on sent un petit peu moins l'intérêt. On sait qu'on va la repiocher, mais on sait pas trop quand. Mais c'est vrai que, comme tu viens de le dire, si t'as un deck qui génère beaucoup de pioches ou qui permet justement d'aller chercher les cartes ou autre, ça fait plaisir de pouvoir aller récupérer tout ça. Ah, vraiment. Et avec l'aiguille chercheuse, en plus, ça peut être encore plus fort. Une carte qui a pris de la value. C'est ce que j'allais dire. Et sachant que là, il y en a 2, et que juste avant, on a vu qu'il y avait Mutant Tyrlène, ça veut dire qu'il y a des cartes qu'on va pouvoir poser qui vont faire un dégât. Ouais. Et donc ça va permettre de détruire les beaux jetons qu'on va en avoir envie, et pas forcément dans un tour Shadow. Donc ça peut être sympa. Tout à fait. Mauvaise conscience. La carte Spectre, qui a provocation, donc on est obligé de taper celle-ci et de la détruire avant de pouvoir taper les voisines, à moins d'avoir une carte évidemment qui permette de bafouer complètement cette règle. Mauvaise conscience ne peut pas combattre, et quand mauvaise conscience devrait infliger des dégâts, voler 1 à la place. Est-ce que ce serait pas sympa avec un chevalier gris à côté? En fait, ça ferait pas grand-chose puisqu'elle ne peut pas combattre quoi qu'il arrive, pour moi. C'est quand on attaque, quand elle se fait attaquer que du coup il faut pas l'attaquer en fait cette créature-là, on est d'accord? C'est ça. Si elle se fait attaquer, normalement elle devrait infliger des dégâts, mais comme elle ne peut pas combattre, donc elle ne peut pas initier de dégâts, on va voler 1 à la place. Exactement. Ouais, comme dit Juanito, c'est très fort avec les Game J. Hein, tout à fait, c'est vrai. Ah ouais, j'y ai pas pensé, mais c'est vrai, tout à fait. Faut la one-shot pour limiter le vol sinon. C'est vraiment une très bonne carte. Hein. Je pense que globalement, elle n'est pas extrêmement bien comprise, dans le sens où les gens... Parce que cette carte ne vole pas des masses. Dans le sens où l'adversaire va toujours privilégier un contrôle de board massif, comme un portail ou n'importe quelle carte qui permettrait d'éviter le vol. Donc du coup, les gens se disent, bah ok, elle est là, super, mais elle n'a pas volé. En fait, c'est pas une carte qui est là pour faire du contrôle d'ambre du tout, c'est une carte qui est là pour faire de la prise de board. Du contrôle d'ambre, pardon. Elle est là pour faire de la prise de board et elle le fait très bien parce qu'en fait, tu mets les Game J à côté, tu as une sorte de dilemme. Si tu n'as pas de moyen de la clean différemment, tu dois leur taper dedans pour ensuite taper les Game J. Donc en fait, c'est un bordel pas possible. C'est une carte qui est très forte. Là, on commence à avoir un board vraiment, vraiment bourrin finalement là, avec ce deck. Hein. Vraiment, c'est très fort. Et le Sanctum combatte bien avec. Donc, Auto le subtil. Jouez, votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main.
Daziok, peut-être, un truc à dire, ou quelqu'un d'autre? Ben, j'ai pas encore d'avis sur celle-là. C'est un maillet subtil en carte créature en jouet, quoi. C'est ça, alors sachant que le maillet subtil, généralement, tu l'utilises jamais parce que tu faisais un tour Shadow pour vider ta main tous les 3-4 tours, et puis t'avais pas beaucoup de board en Shadow sur le quota, donc là, ça finalement, ça a l'avantage de pouvoir moissonner, de pouvoir donner un nombre. Ça peut toujours être embêtant de défausser une carte, mais c'est vrai que quand on a plusieurs, ou... Nox TV dit, imagine tu défausses une demi-créature géante. C'est ce que t'espères faire, clairement, hein, quand tu le fais, ça. Un petit piège explosif, toujours cool, carte d'action. 4 de dégâts à une créature qui n'est pas située sur un flanc, et avec une projection 2. Ça, c'est un petit truc qui nous gêne, c'est très bien, et on gagne une ombre au passage. Moi, perso, ça fait partie des cartes d'action que je trouve très très bien. Tout à fait, ouais. Avant d'initier un petit combat. C'est solide, ça déward, ça fait 4 dégâts. C'est bien. Une illustration que j'aime bien, sophisme troublant. Si vous avez plus d'ambre que votre adversaire, il défausse une carte au hasard de sa main et vous piochez une carte. Ça, c'est lourd, ça, hein. C'est très fort. C'est très très fort. Et ça fait gagner une ombre en plus dans tous les cas. Donc... quand on compare à Auto, je pense que c'est un bon rapprochement, c'est un peu plus fort. Hein. Tout à fait, ouais. Et puis j'en ai vu des très très fortes parce que par exemple il y en a qui ont des noms de capture ou des noms d'ombre supplémentaires et du coup ça la rend encore plus jouable. Et c'est juste monstrueux, je trouve. C'est puissant. Et Rizzo sans repos, qui est insaisissable, mais qui le perd si jamais son action est utilisée jusqu'au prochain tour, parce que son action c'est voler 2, et donc jusqu'au début de votre prochain tour, Rizzo sans repos perd insaisissable. Donc c'est pas si simple que ça à garder sur le board, mais dans ce deck-là, je pense que c'est beaucoup plus simple à garder vivant. Oui. Donc ça peut être super cool, surtout s'il est bien placé, quoi. Il y a le héros ardent qui est là, qui peut aider. C'est plutôt sympa. Voilà. C'est pas... Moi, je la trouve pas incroyable. Il faut qu'elle ait le temps de rester un tour au minimum pour être intéressante, quoi. Après, c'est toujours comme ça. C'est pas une carte que tu veux laisser sur le board. Donc, en fait, tu vas te donner une cible et l'autre va devoir la gérer. Donc, sinon, on va perdre 2 quasiment. Et... C'est ça. C'est presque un trap, quoi. C'est presque un trap. Après, de ça, et puis ouais. Oui. Une fois qu'elle a volé 2, de toute façon, elle a fait son taf. Donc, j'ai envie de dire, si elle meurt... Tout à fait. Et avant qu'elle vole 2, elle a utilisé 2 créatures ou un truc pour se faire attaquer. Donc, ça reste... Merci AG1749 pour le follow. Excuse-moi, Daziog. Un peu de soucis. On continue sur un artefact, la cachette, qui a bénéficié d'une gratification, comme on dit, un don d'ambre supplémentaire. Donc moi cette carte, je l'aime beaucoup, cet artefact je l'aime bien, parce que c'est toujours pratique pour sauver un peu une carte. Avec beau jeton, ça devient super costaud, comme le dit aussi rapidement que ma pensée l'a dit. Donc il y a Juanito qui dit avec beau jeton c'est cool. Moi je suis assez d'accord dans ce deck là, c'est très cool avec Juanito. Ça permet de ne pas attendre de la repiocher pour la rejouer. Donc on peut même le faire, pourquoi pas, si cachette a été placée avant d'avoir joué 1 ou 2 beaux jetons. On peut même les jouer, bénéficier de l'effet, les archiver tout de suite pour le tour d'après par exemple. Donc c'est très 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 fort. Et puis 2 ambres juste en la posant, ça fait toujours plaisir. Ah, ça c'est sûr. Ouais, c'est un peu dommage que le don ambre soit allé sur cachette et pas sur autre chose, parce que un artefact ça se recycle pas malheureusement. Mais ça reste quand même vachement cool. Comme dit Damax, cette carte là je pense qu'elle devient un god tier quand on a un ou 2 beaux dans le deck, parce que là du coup c'est vraiment une carte qu'on a envie d'avoir en fin de partie. Donc, mais c'est quand même très fort avec beau jeton, donc non, vraiment excellent. Puis le design est vraiment cool aussi, donc tout à fait, carrément. Une carte que j'aime beaucoup moi perso, qui est pas très compétitive mais que j'aime bien jouer, le Tripo, qui est un artefact qui est arrivé avec Worlds Collide si j'ai pas de bêtises. Là elle a été gratifiée d'un dégât en plus de son nombre bonus originel. Chaque joueur au début de son tour peut choisir une maison. S'il le fait, révèle la carte au sommet de son deck. Si elle appartient à la maison choisie, il gagne 2 ombres, sinon il perd 2 ombres. J'adore parce que pour moi c'est un jeu dans le jeu. Et ça peut te faire gagner une game, comme le dit Juanito. Décidément,
très rapide et il est dans ma tête. Hein, il fait les commentaires que je veux faire. Donc du coup, je vais rien dire, je vais mettre les cartes, je vais laisser Juanito faire des commentaires sur le chat. Mais qui vient nous rejoindre sinon, Juanito. Oui, ou bien il peut nous rejoindre, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ce qu'il faut dire sur Trippo, parce que des fois on peut l'ignorer, c'est que avant le début du tour, c'est avant la phase de forge. Donc si on a 6 ans et qu'on joue au Trippo, bah, on peut ne pas forger. Ou si au contraire on avait a 4 membres. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est qu'une fois j'ai voulu l'utiliser, malheureusement ça a échoué pour ne pas forger. Parce que mon adversaire avait augmenté mes coûts des clés, donc je forgeais très très cher. C'est génial. Ou je sais plus, où il avait une carte qui lui donnait un avantage si je forgeais. Donc du coup j'ai essayé de ne pas forger avec. Moi j'avoue que c'est ce type de carte là qui me plaît beaucoup dans Keyforge. C'est pas du tout fait pour la gagne et compagnie, je trouve. Même si ça peut marcher, parce que en fait, comme on a le droit de regarder sa défausse avant, on a le droit de consulter sa défausse. Si ça arrive plutôt en fin de partie, on va pouvoir compter et voir du coup la proba qu'on a de tomber sur la bonne maison avant de le faire. Et du coup c'est vraiment le côté pari gambling qui est vraiment cool. Et ce côté jeu dans le jeu est vraiment sympa, je trouve, et ça amène à certaines parties une saveur assez unique, je trouve. Ce qui peut être très fort aussi, c'est de la jouer. Bon, je donne une petite astuce, parce que je l'ai déjà joué comme ça plusieurs fois. C'est si on est en fin de game, et ben de jouer aucune carte de sa main et de l'enchaîner les tours pour juste gagner 2 comme ça. Tout à fait. En fait, c'est justement ce que j'allais dire, c'est qu'avec un Sanctum où tu as 10 créatures, tu vas facilement te retrouver dans une situation où tu vas juste rip à 4 ou 5 et finalement pas piocher, parce que tu vas juste jouer ton board. Et dans ce cas, c'est un coup de tripot gratuit, puisque le premier tour, même si tu le perds, tu sais du coup la carte qui est au-dessus de ton deck, et au tour d'après, comme t'as pas pioché, tu es sûr de trouver juste. Exactement, ça m'est arrivé contre Tonio d'ailleurs, contre ton père, j'ai là à une AP Mass Mutation où j'ai perdu, mais j'ai full moissonné où je suis monté à 6 ans. Et du coup, après, il devait me faire descendre en dessous de 4, puisque je n'ai pas joué de carte. Et il l'a pas fait. Excellent. Donc là, on a fini, on a fait 12 cartes Shadow. Donc je vais les étaler un petit peu, il reste un peu de place sans qu'il y ait de reflet. Donc, je vais mettre les artefacts en dessous, et je vais descendre un peu ça, pour qu'on voit en termes de créatures, si on augmente un petit peu le pool de créa, qui était déjà bien conséquent. Les 2 beaux jetons, le mutant Tyrlen, les Gameji, donc là on est quand même à beaucoup... si je dis pas de bêtises, on a 10 Sanctum, et là je fais juste une soustraction, on a 8 Shadow. Donc on est déjà à 18 créatures sur 2 maisons. Donc on est quasiment à la moyenne... Ouais, donc ça veut dire que dans Indompté, c'est soit plein de cartes d'action, soit aussi des créatures, et là on est sur un truc un peu bourrin. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant ? Bah écoute, c'est plutôt sympathique, hein. Il y a pas mal en plus de protection avec le roi ardent, avec le mauvaise conscience, les 2 boutoirs, qui vont rajouter de l'assaut. Donc non, ça peut faire du board solide, ça. Voilà, j'ai 2 plans qui permettent de zoomer un peu, j'ai pas prévu de les utiliser, mais ils tombent bien, ils fonctionnent, ces 2 plans un petit peu serrés. Donc, on continue, on revient sur le zoom, et on va commencer, si, il y a de la créature, on va commencer l'Indompté. Le Céphaloïste, donc voilà, une carte qui était toute mignonne, qui s'appelait Froufrouteux, qui s'est fait muter en un truc beaucoup moins mignon. Tant que vous possédez au moins 4 ambres, votre ambre ne peut pas être volée. Alors il y a Kélir qui dit un peu trop de créa à mon goût, qui ne sont que des bodies. Ouais, presque, enfin ça dépend, faut voir le reste du deck. Céphaloïste, vous en pensez quoi ? Le fait qu'on puisse pas se faire voler, c'est toujours plaisant. Après, voilà, c'est une créature de 4 qui se gère facilement. Mais voilà, c'est sur certains tours, quand tu préparais un tour Shadow qui n'ont pas forcément beaucoup de dégâts ou beaucoup de grosses créatures, ça peut être quand même embêtant et ralentir l'adversaire en disant mince, il faut d'abord que je la gère avant de lui voler. De toute façon, si on l'aime pas, tant pis, elle y est 2 fois.
Ensuite, ah bah là, à mon avis, ça c'est très cool. Je sais pas ce que vous en pensez dans ce deck-là. Bah encore. Alors, c'est très. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu as déjà 2 créatures pour lui donner 2 en. Enfin, le Sanctum est intéressant parce que tu as les 2 moyens de lui donner assaut. Tout à fait, il y a Boutoir. Donc. Boutoir, il y a les cavaliers. Et avec l'escarmouche, du coup, en combat, elle risque rien, à moins de tomber sur une créature qui a un poison. Et au pire, s'il y a une ward, bah, on tape quand même. Uniquement si elle est hasardeux. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tu as raison, tout à fait, parce qu'elle prend pas aucun dégât, du coup, le poison ne marche pas, en effet. Nox nous dit qu'il n'arrive pas souvent à l'utiliser perso. Elle meurt vite, hein. Bah ça dépend dans quel board, toujours pareil. Mais encore une fois, voilà, une créature qui est embêtante sur un board dès qu'on doit gérer, pour moi c'est toujours bien parce que ça ralentit l'adversaire de toute façon. Si l'adversaire veut absolument la gérer, il se dit bon bah voilà, il faut que je la gère. Après, s'il veut prendre le risque de se faire attaquer, de se faire que l'autre gagne 2, ça peut être un plan de jeu aussi, mais voilà, quand on a une target, une créature qu'on doit éliminer parce qu'elle nous embête, c'est toujours bien. Je crois que la prochaine carte est une super target, justement, et que c'est la plus belle traduction qui a jamais été faite. Ah, donc, ça commence par un F. Ouais, et ça finit par OL. Fandangogol qui est là, et qui, bien protégé, là, peut vraiment faire plaisir. À mon avis. Ah ben voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette carte, hein, elle est juste top. Surtout dans ce deck où on a déjà 18 créatures en dehors des indomptés. Ouais. Donc 18 créatures qui peuvent arriver redressées. Bon, que 16 parce qu'on avait 2 zélotes qui arrivent déjà redressées de base. La camériste de Gloriana qui donne 2 dons, donc là, bon, merci, mais c'est tout quoi. Enfin, fait gagner une ombre, c'est vrai que c'est bien, là, elle a une gratification, mais... Damak qui dit que le premier deck va peut-être battre le nombre de créatures au global. On a combien de créatures on thème 4, si je dis pas de bêtises. On a que les créatures pour l'instant, je crois. 5. 5 créatures, donc nous sommes à 23. Encore 5 créatures et tu légalises, si j'en crois Damax. Alors, une carte que personnellement j'adore, même si je trouve l'illustration horrible. Le Craporte-Clés. Ah. Qui est très sympa dans ce deck. Même si j'ai pas de carte qui fait 2 dégâts d'un coup. Ce qui est dommage. Peut-être. On a eu des dons de dégâts en Shadow, donc peut-être qu'elles sont... J'ai pas regardé s'ils sont déjà passés les dons de dégâts du mutant Tyrlane. Oui, il y en a un qui est passé... Enfin, il y en a 2. Il y en a un sur le tripot et un sur le Dino Chevalier. Mais le troisième n'est pas encore là. Ouais, mais un, ça suffira pas, du coup. Après, on pourrait utiliser le piège explosif contre nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Alors... Le but, c'est souvent de l'utiliser pendant le tour thème où tu l'as posé. Oui. C'est qu'en général, c'est optimal. Bah, en l'occurrence, pour la petite anecdote, j'ai mon meilleur deck, du coup, Masmut, qui a un Craporte-Clés avec double don dégâts. Donc c'est parfait, quoi. C'est assez marrant. Bah oui, du coup, surtout qu'en plus, du coup, ça devient quand même le meilleur Kishit du jeu, quoi. Donc c'est très marrant. Je pense que c'est une carte qui est pas excellente globalement parce que, bah, encore une fois, les cartes où tu peux pas vraiment gérer leur timing, c'est pas les meilleures. Si elle est bien encadrée avec des cartes comme par exemple une grotte édentée, ça peut être intéressant. Globalement, je suis pas un grand fan. Faut un contexte. Oui. Faut un contexte. Il y a, je crois que c'est Juanito qui a fait une très bonne remarque. Même avec la bouche pleine de tacos, il fait des bonnes remarques. Si on utilise cette carte-là, je l'exalte et je peux infliger 3 à une créature. Mais bon, je peux pas le faire dans le même tour, mais je peux quand même le faire. Bah, il pourrait avoir la grotte, hein. C'est la grotte, c'est très fort, par contre. Le Savage Clash, ça peut marcher aussi. Ouais, enfin, il faut une créa 1, donc il faudrait que tu aies Gloriana dans le même tour. Ok, c'est jouable. Mais je trouve que c'est quand même plus fort avec la grotte. Gloriana, Auto. Ouais, mais du coup, si t'as posé Gloriana, bah, il faut pas le poser, du coup. C'est double rat de penny aussi, hein. Ouais. Ah bah tiens, ça avec les rats de penny, c'est très fort. Ça évite d'avoir à les tuer. Exactement. Je peux soit les archiver si la cachette est sortie, soit je peux aller les cacher dans le deck sans les tuer. Donc je pourrais moissonner. Bah non, je peux pas moissonner, c'est pas les mêmes maisons. La prochaine fait partie des petites nouvelles. Évolution rapide. Carte d'action.
C'est trop beau, c'est magnifique. Choisissez une créature, donnez-lui un marqueur +1 en puissance pour chaque ambre que vous possédez. Donc là, il y a moyen de grossir... Quelle carte vous grossiriez comme ça pour qu'elle reste? Moi, je mettrais Joya la législatrice. Ça peut être sympa de la booster. Il y en a plein. Il y a la fée noire, il y a le céphaloïste, le fangogol. S'il est bien boosté, ça peut être monstrueux. Plus s'il y a une provocation à côté. Il y a plein de cartes. Hein. C'est une carte qui est extrêmement bonne parce qu'elle est très polyvalente. Je trouve qu'elle est vraiment... elle a sa place dans le top carte Untamed. Non et si jamais on a le Savage Clash, comme je le disais tout à l'heure, bah, peut-être augmenter la puissance du crapaud si jamais c'était notre plus faible. Ouais, entre autres, c'est une bonne idée aussi. Non, c'est fort. Très sympa aussi. Vu qu'il y a quand même quelques créatures indomptées, ça fait le café. Oui. Bon, après, il y a la fée noire qui combat malheureusement, mais c'est vrai que sinon, globalement, c'est quand même intéressant. On aime bien l'avoir avec un Faucom, donc on appelle les Faucom maintenant. Non, les Faucom c'est avant, si je dis pas de bêtises. Je crois. Ah, tu connais, t'as ouvert tellement de decks, tu sais dans quelle carte apparaissent les cartes. En fait, non, disons qu'à force, il y a des cartes, tu vois leur. Parce que par exemple, Champ de la Nature Faucom, c'est une combo qu'on connaît bien, donc quand on l'attend, c'est toujours dans l'ordre. Après, ça se trouve, j'ai n'importe quoi, le Faucom va arriver après. Mais je crois me souvenir qu'elle est avant. Donc là, la prochaine, je pense que. Enfin, elle fait bien le job aussi dans. Là, ça devient bourrin, quoi. Un petit bâtard d'ambre épine. Oh là là. Oh. C'est ouf, hein, avec le board, si elle est protégée, là, l'ennemi, il va devoir vraiment s'en occuper, quoi. Enfin, lui aussi, il aime bien avoir des marqueurs +1 de puissance sur lui. Tu m'étonnes. Ah bah là, dans le style cible prioritaire, elle fait le café, elle aussi, hein, parce que ça, c'est trop fort. Avec Joya. Ah, après, c'est un peu en anti-synergie avec Joya, mais bon. Oui, mais justement, après, moi, quand il y a une anti-synergie, moi j'appelle ça aussi de la polyvalence dans certains cas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, après, je ne rends pas. Je parle pas de. Je suis pas dans la même réflexion que la Team SAS dans ce cas-là, c'est sûr. Communion, une carte Oméga qui est pas très commun finalement d'avoir Oméga dans ce set, qui était pourtant la grosse nouveauté de l'âge de l'Ascension. Et il n'y en a pas eu tant que ça dans World Collide. Donc là, maintenant, dans Mass Mutation, il y en a quelques-unes seulement. Et donc, là, je la trouve un peu particulière. Faut vraiment la sortir quand on a vraiment besoin... Enfin, on n'a pas d'ambre, quoi. Quand on n'a pas d'ambre, ça peut permettre, pourquoi pas, de forger une clé avec Tripot au tour d'après. Moi, je le verrais dans l'autre sens. T'as posé le Keyfrog au tour d'avant, t'arrives à le tuer sur ton tour présent, du coup, t'as plus d'ambre, et bah, du coup, tu regagnes 4 tout de suite. Tu peux la jouer comme ça aussi. Et du coup, si tu la joues comme ça t'empêche pas de jouer le triple après, tu vois. Ça marche. Ouais. T'arrives à faire 1 point de dégâts de plus sur ton Keyfrog, ça peut marcher. Ouais. Après, l'avantage, c'est que ça te permet de même si tu vas gagner, ok, tu vas gagner 1 ou 2, mais c'est peut-être les 1 ou 2 qui vont te manquer pour activer Fandangogol, activer les céphalopodes là. Mais c'est vrai ce que tu disais, sinon c'est comme il y a déjà 1 de dégâts dessus, si le crapaud s'était déjà pris 1 de dégâts avant, tu peux tuer ton crapaud, forger, donc perdre tes 6 ambres, et passer à 4. Et là ça devient très 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 fort. Je pense qu'il reste 1 point de dégâts si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'on a vu il devait y avoir 3 dons de dégâts, et je me semble que... elle est sur Communion. C'est le troisième. C'est le troisième. Le premier était sur Dino Chevalier, ensuite c'est arrivé sur... sur le Tripot. Ah, d'accord. Dommage. Et merci Wistiti33 pour le follow, c'est sympa, et bienvenue à toi, n'hésite pas à mettre un petit message et dire coucou. Et on a notre Guitou national qui est arrivé sur le chat, salut à toi. Guitou qui est là où l'AFK était ce week-end, et dont certains membres y sont encore. Ouais, bonsoir du coup à Bot. Et la dernière carte, on arrive à la fin de ce deck. Hein. Bonsoir Wistiti, du coup il dit bonsoir à toi. La dernière, le rituel de chasse. Alors, quelqu'un peut me donner un petit peu son avis, puis détailler un peu la carte ? C'est une carte qui est très forte, qui est très très forte, parce que un petit peu, en fait, c'est le même effet que le sigil de la confrérie qu'on avait pu voir en Sanctum à l'époque. Sauf que, c'est dans ce deck-là, c'est encore plus fort, parce qu'on a des cartes qu'on a envie de jouer
alors que c'est pas son tour. Le Keyfrog, bien sûr, qui du coup va pouvoir mourir à un tour un peu plus approprié. On a la carte en combat, la fée noire qui va pouvoir gagner 2. Globalement, c'est très très bon parce qu'en fait, ça va donner une puissance à tout ton board untamed qui est encore plus grande. Et va du coup obliger à la clean. Ça permet de moissonner, du coup, d'en plus, potentiellement monter à plus que 4. Donc le Fanangogol va proc son effet sur les prochaines cartes qui vont être posées. Donc on peut très bien imaginer cette carte-là dans le deck comme on a dit. En plus, c'est génial. Beaucoup la petite arme qui est avec, puis le design est très beau aussi. Donc tout bénef cette carte. De toute façon, faut se dire, quand une carte d'action qui te donne 3 ombres, c'est très fort. Alors, bah oui, il suffit que t'aies 2 créatures, ça te fait 1 ombre, le tour d'après, ça te fait 2 ombres de plus en moissonnant avec tes Untamed. Donc, alors, je refais un petit peu le tapis pour que vous puissiez le voir normalement. Ouais, vous verrez pas tout, mais c'est pas grave. Je réponds à Roro Nito Vas-y. parce que c'est faux ce que tu dis. Quand tu as une créature qui est gratifiée, tu mets la créature en jeu, tu résous ses icônes d'abord. icônes. Si elle ne meurt pas, tu résous son effet play. Donc en fait, une créature qui a de l'ambre sur elle peut capturer sur elle. Une créature qui a des dégâts sur elle peut elle-même s'infliger des dégâts car elle est déjà en jeu. C'est moi le jeune parisien. C'est toi a priori le jeune parisien. Non, oui, évidemment ça marche comme l'a dit Chi, et ça marche quand même très bien parce que ça fait des clés. il y a quand même un autre point à préciser de règle, c'est que donc, effectivement, c'est les créatures sont posées sur le jeu, on fait les effets des dons, et donc effectivement les effets détruits se font. Par contre, si j'ai une créature que je lui fais des points de dégâts qui la fait disparaître, elle a disparu avant de faire ses effets joués. Donc là, autant les effets détruits ça marche, autant les effets joués, par contre, cette créature a disparu. Bon, les gars, désolé, si vous vouliez voler puis la remettre dans le deck, ça ne marche pas. C'est ça. Malheureusement, parce que ce serait fort. Étant donné que le don dégâts est le plus présent, je pense qu'il y a beaucoup de beaux jetons avec des dégâts. Voilà, c'est bon à savoir. Donc là, on a 10 créatures Sanctum, plus 8 Shadow, plus 7 Indomptés. Donc ça fait quand même un deck avec beaucoup trop de créatures, à mon goût. Moi, c'est pas le genre de deck que j'apprécie le plus, mais il faut avouer que là, la compo est plutôt sympa. Je viens de compter, pendant que vous parliez, 10 ombres imprimées. Qui est un peu léger, mais vu le nombre de créas, il y a moyen de moissonner pas mal. Globalement, qu'est-ce que vous en pensez de ce deck? Sympathique, mais voilà, si tu cherches à faire de l'ultra compétitif, je pense que c'est pas le deck qu'il faut. Mais après, en partie casual, je pense qu'il est très sympa à jouer. Ouais, je pense aussi. Ouais, je sais pas. Hein. Globalement, j'avoue que j'aime pas trop les decks à board. C'est quelque chose dont je raffole pas. Mais il a quand même quelques cartes sympas. Moi, je suis assez difficile avec les decks. Hein. Je critique beaucoup les decks parce que vu que je vise un petit peu l'aspect compétitif, souvent je les jette. Enfin, on s'est compris. Hein, je veux dire, je m'attarde pas trop dessus. En l'occurrence, celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'on a quand même 2 beaux jetons qui, à elles seules, donnent quasiment. L'aspect compétitif au deck. On a la Joya qui est très puissante, double chevalier gris, c'est très fort, qui combatte en plus avec Badrick, je crois que c'est celle qui gagne 2 avant le combat. On a un crapaud clé, bon certes qui est compliqué à mettre en place, mais qui est quand même présent, qui met de la tempo. La mauvaise conscience qui est forte. On a des choses quand même. Hein. Le bâtard qui met beaucoup de pression, le bâtard un dompté qui met beaucoup de pression. Parle mieux, hein, j'appelle ton père. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas un deck à board. Kekalir avait un peu raison en disant que c'était au début un deck à board qui faisait pas grand chose, c'était juste des bodies. Mais quand on regarde en fait avec un peu plus de recul, il y a des cartes qui vont avoir le rôle de la prise de board avec du taunt comme le héros ardent, comme les boutoirs qui vont donner des. Bon, c'est plus de l'armure maintenant malheureusement, mais ça met quand même de la pression. Et on a des cartes beaucoup plus clés qui vont être du coup des cibles prioritaires, comme les 2 Gamji, comme Rizzo, comme la Joya. Comme les 2, il y a aussi des chevaliers gris, les céphaloïstes. Et en fait, c'est toutes les créatures qui ne sont pas des grosses créatures sont des cibles prioritaires. Et je trouve que le deck peut mettre énormément de pression si on lui laisse le temps de se poser. Si en face il y a un deck rush, il va probablement se faire rattraper très vite. Et c'est pour ça que, à mon avis, comme tu l'as très bien dit, Hachi pourra pas être joué à niveau compétitif, mais en chainboard, il peut faire un 3-1 sans problème, à mon avis.
Et voilà, l'ouverture et l'analyse de ce deck est terminée, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne Twitch, donc Keyforger, sur laquelle nous faisons du jeu de société et également évidemment du Keyforge. Donc le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne, mettre un petit pouce si vous avez aimé ce type de vidéo et de replay finalement. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus dédiés à Keyforge et à d'autres choses. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt, salut!